Nicolas Boissel vous a bien expliqué quels sont les échecs, les raisons des échecs en fait de ces traitements par CAR T-cells. En premier lieu, la rechute, soit par perte de l'antigène, soit par changement du phénotype de la tumeur. Un deuxième mécanisme, c'est une absence d'expansion des CAR T, donc la tumeur va continuer à s'expandre, ou alors une perte de la persistance conduisant à une rechute avec des cellules qui expriment toujours la cible. Et puis, il y a un troisième mécanisme qui est que ces CAR T-cells qui sont très activés en présence de la tumeur vont s'épuiser ou vont mourir par hyperactivation. Voilà, donc ça revient un peu au même que l'absence de persistance de ces CAR. Il y a deux autres mécanismes, mais qu'on ne voit pas dans les tumeurs liquides, mais plus dans les tumeurs solides, qui sont une immunosuppression médiée par l'environnement tumoral ou bien un manque d'accès des CAR T-cells à la tumeur. Donc, pour toutes ces raisons, on va être intéressé à suivre ces CAR T-cells chez le patient en réalisant un monitoring immunologique, dont le premier objectif, c'est de suivre l'efficacité du traitement in vivo. Donc, ce schéma, il vous récapitule brièvement le principe de production de ces cellules CAR T. L'aphérèse des cellules mononucléées sanguines du patient, suivie de la période de production du produit CAR T qui se fait chez l'industriel. Donc, on n'a pas du tout accès à cette partie, activation des lymphocytes T, transduction, puis expansion in vitro pour arriver à la quantité importante du produit fini qu'on va réinjecter au patient. À partir de ce moment-là, nous, on va suivre in vivo l'expansion de ces cellules pour suivre leur efficacité, éventuellement essayer de prédire la toxicité. Vous allez voir dans les diapos suivantes qu'on est très mauvais pour ça. Et si possible aussi prédire l'immunosurveillance à long terme. Et puis, il y a deux autres points sur lesquels je reviendrai plus tard. Qui nous intéresse, qui est le premier, être capable d'évaluer la qualité du produit qu'on injecte. Et vous allez voir qu'on est quasiment incapable de le faire puisqu'on n'y a pas accès. Et enfin, peut-être le point le plus intéressant pour l'avenir, c'est être capable de prédire la capacité fonctionnelle des CAR T avant de les injecter aux patients, puisque ce que Nicolas ne vous a pas dit, c'est que c'est une thérapie extrêmement chère. Les produits qu'on injecte actuellement sont achetés pour la modique somme de 325 000 € par patient. Et donc, si on pouvait être capable de prédire, avant de faire produire ces cellules qui sont faites à la carte pour chaque patient, si on était capable de prédire leur efficacité et de bien sélectionner les patients qui vraiment vont en bénéficier, ce serait un avantage médico-économique certain. Donc, le premier objectif de l'immunomonitoring, c'est de suivre l'efficacité in vivo, éventuellement prédire la toxicité, essentiellement le CRS, et prédire la surveillance à long terme. Pour cela, on a développé des moyens pour suivre les CAR T-cells in vivo. Donc, vous avez ici rapidement la construction de manière très schématique. Et comme on ne dispose pas d'anticorps spécifiques du CAR, qui serait l'idéal dans une stratégie de suivi en cytométrie de flux, en fait, on a une alternative qui va être d'utiliser l'antigène soluble qui est reconnu par ce fragment d'anticorps, en l'occurrence l'anti-CD19, qui est la partie extracellulaire du CAR. Donc, pour les CAR CD19, on va utiliser une protéine recombinante soluble CD19 qui est conjuguée à des molécules qui permettent sa reconnaissance en cytométrie de flux. En l'occurrence, elle est conjuguée à de la biotine et on revient ensuite avec une streptavidine fluorescente. On fait en parallèle un marquage conventionnel pour identifier les lymphocytes T qui expriment ce CAR et on a un profil extrêmement variable, vous verrez, selon les patients, de quantité de CAR T qui sont présentes au sein de la population lymphocytaire T. Chez ce patient, on voit très facilement qu'il a 75% de ces T qui expriment le CAR. Ici, on le voit encore bien, c'est beaucoup moins
c'est 4,5%, mais on a au bout de quelques semaines quand même un déclin très net de ces cellules et on a un seuil en fait au-dessus duquel on est capable de les voir avec confiance, qui est de l'ordre de 0,5% parmi les CD3. Donc, qu'est-ce qu'on va être capable de suivre in vivo dans les jours et semaines après la réinjection? Eh bien, c'est en premier lieu, on est intéressé de voir si ces cellules sont efficaces, est-ce qu'elles sont capables de détruire la cible? Et ce qui est très facile à regarder dans le cadre des CAR-T CD19 dans le contexte d'une leucémie aiguë lymphoblastique, c'est de regarder l'aplasie B, puisque les lymphocytes B normaux expriment CD19. Donc, si les CAR-T sont actifs, on a une disparition des lymphocytes B circulants et on va surveiller la persistance de cette aplasie B qui reflète l'efficacité des CAR-T. Tant qu'il n'y a pas de B en périphérie, on sait qu'il y a des CAR-T qui persistent et qui sont efficaces. Parallèlement, on va regarder le degré d'expansion et d'activation de ces lymphocytes T CAR-T. Lorsqu'ils ont vu la cible, ils s'activent, ils prolifèrent, ils vont produire des cytokines et ils vont tuer les cibles. Donc, on va suivre leur expansion et leur degré d'activation qui reflète le contact avec la cible. Et comme ils s'expandent beaucoup et qu'ils produisent beaucoup de cytokines, eh bien, on peut imaginer que plus ils s'activent, plus ils vont être toxiques et être à l'origine d'un syndrome de relargage des cytokines. Et puis, on va aussi regarder de manière un peu plus approfondie le phénotype de ces cellules CAR-T, en particulier pour prédire si elles vont s'épuiser ou bien si elles vont évoluer vers un phénotype qui va faire qu'elles ne seront pas persistantes à long terme. En théorie, ce qu'on sait des études publiées, c'est que la durée de l'aplasie B est donc bien une mesure de la fonction des CAR-T, même si on ne les détecte plus en cytométrie de flux, puisque à cause de ce seuil de positivité, on sait qu'il peut encore persister des CAR-T circulants qu'on ne détecte pas en cytométrie. Et ça, c'est reflété par le fait qu'il n'y a toujours pas de B en circulation. En théorie, une mauvaise expansion initiale ou une perte précoce des CAR-T corrèle avec soit une absence de réponse tumorale, soit à une rechute précoce, mais vous verrez que ce n'est pas toujours le cas. En théorie aussi, un fort pic d'expansion initiale va être corrélé à la survenue d'un syndrome de relargage des cytokines. Et enfin, on sait qu'un phénotype lymphocytaire T de type effecteur mémoire précoce signifie que les cellules CAR-T ont été fortement activées, mises en présence de l'antigène. Donc ça, c'est plutôt bon signe. A priori, ça va entraîner leur expansion. En revanche, un phénotype plutôt de type naive-like ou central memory à plus long terme témoigne d'une bonne capacité réplicative de ces cellules CAR-T et donc fait penser qu'elles vont être capables de persister à plus long terme. Alors, il y a deux choses importantes qu'on évalue dans les premières semaines de suivi des patients. C'est d'abord la période précoce où on va regarder, comme ici sur ce schéma, l'intensité de l'expansion, c'est-à-dire le pic d'expansion qui survient les premiers jours, en gros entre J3 et J10 après l'injection. Donc on mesure la concentration, le Cmax qui est le pic d'extension, le Tmax qui est le temps auquel est apparu ce pic, et également très important, l'air sous la courbe pendant le premier mois après l'injection qui va refléter en fait la quantité de CAR-T auquel a été exposée la tumeur. Et vous verrez quand on a des courbes qui descendent très très vite comme ça avec une très faible persistance, c'est pas très bon signe. Ensuite, on va s'intéresser à la rémission prolongée et pour ça, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait des CAR qui persistent à long terme pour continuer à effectuer un contrôle tumoral et donc on va mesurer pendant toute la durée du suivi du patient, régulièrement, tous les mois, puis tous les 3 mois, la persistance de ces CAR-T. Alors, la cytométrie de flux, je vous l'ai dit, n'est pas idéale pour détecter des toutes petites quantités de cellules CAR,
Il y a des méthodes de qPCR qui sont beaucoup plus sensibles, mais qui sont difficiles à mettre en place puisque on n'a pas les séquences du CAR utilisées par les industriels, donc c'est difficile de mettre en place ces techniques de qPCR. Donc, au laboratoire à Saint-Louis, on utilise vraiment de manière quotidienne la cytométrie de flux. Et vous avez ici des données sur une centaine de patients qui ont eu au moins 3 prélèvements entre J0 et J15. Donc, chaque trait, c'est un patient. Il n'y a pas que des leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est environ un tiers des patients. Ici, on soigne aussi beaucoup de lymphomes avec le même produit, Kymriah, qui est un CAR qui contient un domaine de costimulation 4,1 bb, et avec un autre produit qui est un CAR T CD19, le même, mais qui porte un domaine de costimulation CD28, et qui a l'indication dans le lymphome, mais pas dans les leucémies. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a un pic d'expansion ici sur les traits gras, qui est le plus important, c'est le trait rouge, c'est dans les leucémies. C'est assez logique puisque on sait qu'il y a plus de masse tumorale résiduelle au moment de l'injection, en tout cas circulante au moment de l'injection des patients, donc les cellules T vont très vite s'amplifier. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare les patients traités pour un lymphome avec les 2 CAR différents, on voit ce qui était connu en théorie, c'est que le CAR ici en bleu qui porte un domaine de costimulation CD28 donne un pic d'expansion plus important que celui qui porte un domaine de costimulation 4,1 bb. Et ça, c'est lié au fait que la costimulation CD28 entraîne une activation plus forte et plus intense et plus précoce que la costimulation 4,1 bb. L'inconvénient, c'est que la costimulation CD28, du coup, qui est très intense et précoce, va avoir tendance à épuiser les lymphocytes T, et donc ce sont des CAR qui persistent moins. C'est pour ça qu'ils n'ont pas l'indication dans la leucémie aiguë lymphoblastique. Donc, je vous montre quelques exemples assez représentatifs de patients traités. Ici, donc, des exemples de leucémie aiguë lymphoblastique. Vous voyez qu'ici, on suit donc le pourcentage de CAR T parmi les cellules T en orange, avec en ordonnée le pourcentage. On suit également leur nombre absolu, puisque au début, ces patients sont très lymphopéniques. Donc, si ça apporte sur 3 cellules, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, l'échelle ici est en nombre absolu par millimètre cube. Et en parallèle, en rouge, on suit le nombre de lymphocytes B circulants. Donc, chez cette patiente, on a un pic d'expansion environ à J10 de 10% de ces lymphocytes T CAR parmi les CD3. Ils vont disparaître aux environs de J25, J30, ce qui est assez classique. Mais vous voyez qu'à 6 mois après le traitement, il n'y a toujours pas de lymphocytes B circulants, bien qu'il n'y ait plus de CAR détectables, mais ça témoigne sans doute de leur persistance en petit nombre. Et la patiente va toujours bien. Ici, c'est la même chose, un pic précoce de moyenne intensité avec une bonne persistance. Simplement, ce qu'on voit ici, c'est qu'à 6 mois, on a une réapparition des lymphocytes B, alors que la patiente est toujours en contrôle parfait de sa tumeur. Donc, il n'y a plus de CAR, les lymphocytes B normaux réapparaissent, mais la tumeur est contrôlée. Ici, un cas un peu plus compliqué. Je vous avais dit qu'un des objectifs quand même de l'immunomonitoring, c'est qu'on aimerait bien prédire les effets secondaires, et en particulier, on aimerait bien prédire le syndrome de relargage cytokinique pour être capable de donner un traitement le plus précocement possible avant l'aggravation. Ce qu'on voit sur cet exemple, c'est que cette patiente a eu un pic d'expansion énorme. Vous voyez qu'aux alentours de J6, ou entre J6 et J10, elle a près de 80% de ces lymphocytes T qui sont des cellules CAR, ensuite qui diminuent assez lentement. Et en fait, cette patiente, dès J3, elle a eu un CRS très sévère qui l'a amenée en réa. Et donc, ça, maintenant, c'est quasiment la règle. Le CRS, il survient avant le pic d'expansion des CAR. Donc, pour nous, on n'est pas très fiers. On aimerait mieux pouvoir prévenir les cliniciens plus tôt. Mais c'est plutôt eux qui nous préviennent. Pardon.
qui s'est passé là? J'arrive plus à passer. Voilà. Ce dernier exemple, c'est le cas d'une autre patiente qui a aussi présenté un énorme pic d'expansion, environ plus de 60% de ses lymphocytes T qui sont des cellules CAR aux alentours de J8. Et ce qui a été très surprenant chez cette patiente, c'est que cette expansion a persisté pendant très longtemps à des taux absolument spectaculaires. À 6 semaines et même à 2 mois, elle avait encore 60% de ses lymphocytes T qui sont des cellules CAR. Et on craignait un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une rechute. La tumeur a échappé en devenant CD19 négative. On voit ici à 2 mois qu'on a bien le pic de CAR, mais on a ici également cette population de cellules anormales qui est apparue et qui sont des blastes CD19. Donc, le monitoring, on est capable de donner aux cliniciens l'information sur la qualité de l'expansion et de la persistance des CAR, mais pour l'instant, on est incapable de leur donner des informations concernant le risque de survenue d'effets secondaires. Donc, je vous ai dit qu'une autre chose qui nous intéresse, c'est d'évaluer la qualité du produit injecté, puisque finalement, on pense que ça pourrait avoir une influence non négligeable sur l'efficacité du traitement. En théorie, d'après la littérature, on sait qu'il y a une corrélation de la réponse avec les caractéristiques intrinsèques des cellules CAR-T injectées. En particulier, ce qui semble important, c'est d'avoir une bonne proportion de cellules qui expriment un phénotype naïf-like, parce que ce sont ces cellules qui vont avoir des capacités réplicatives maintenues et donc qui vont persister à long terme. Bon, il y a d'autres caractéristiques qui semblent importantes à connaître. Malheureusement, nous, ce qu'on reçoit, c'est un médicament qui est fourni par l'industriel qui ne donne pas d'indication de toutes ces caractéristiques. Les seules indications qui sont données, et encore pas par tous les industriels, c'est la viabilité des cellules qu'on va injecter, leur dose, parce que de toute façon, il y a une dose minimale en fonction du poids, le pourcentage de CAR-T au sein de la population, qui est extrêmement variable, entre 3% des CD3 jusqu'à 70%, donc une très grande variabilité d'un produit à l'autre, et quelquefois un petit test fonctionnel. Donc nous, ce qu'on essaye de faire quand on va traiter le patient, c'est qu'une fois que l'infusion de ce produit est terminée, on récupère la poche qui a été injectée, on la rince et puis on va faire une petite analyse rapidement au laboratoire pour vérifier la viabilité et le pourcentage de CAR. On a quelquefois des petites surprises sur la viabilité. Ici, c'est une comparaison entre ce qui était annoncé par le fournisseur et ce qu'on a observé nous. Quelquefois, on a une moins bonne viabilité qu'annoncée. Ici, pour ce produit, il n'y a rien qui est donné par le fournisseur. Donc, on est content d'avoir des indications tant sur la viabilité que sur le pourcentage de CAR par millilité, qui est le produit initial qu'on va injecter au patient. Le dernier point dont je vais vous parler, c'est finalement ce qui va nous intéresser le plus, je pense, dans les mois ou années qui viennent, c'est d'être capable de prédire la capacité fonctionnelle du produit injecté et donc de pouvoir choisir finalement si on va ou non traiter le patient. Donc, comme vous l'a dit Nicolas Boissel, dans la majorité des cas, ces CAR T-cells sont fabriqués à partir des cellules du patient qui a été déjà lourdement traité au préalable. Donc, il a des lymphocytes qui ne sont pas d'une qualité optimale. Et on sait qu'au moment de la cytaphérèse, la qualité des cellules est très importante pour ensuite être capable de bien générer des CAR T-cells in vitro et de réinjecter un produit de bonne qualité. Donc la qualité du produit initial, c'est-à-dire des cellules mononucléées circulantes au moment de la cytaphérèse, ça reflète bien sûr les traitements antérieurs, mais ça va prédire la qualité du produit final. Et en particulier, ce qu'on aimerait maintenant et ce qu'on commence à regarder systématiquement, c'est la capacité proliférative de ces cellules au moment de la phérèse qui va être peut-être capable de prédire d'une fois
d'une part leur capacité de prolifération in vitro et donc la rapidité avec laquelle on va être capable in vitro d'obtenir suffisamment de cellules pour les injecter et surtout leur capacité proliférative, leur capacité d'expansion in vivo une fois qu'elles sont réinjectées aux patients. Ensuite, il y a probablement des marqueurs phénotypiques, à nouveau leur phénotype naïf-like et aussi l'absence de marqueurs d'épuisement qui vont être importants à déterminer dans la population de départ. Et éventuellement, si on arrive à le faire un jour, des marqueurs plus sophistiqués de polyfonctionnalité au niveau unicellulaire. Ça, je vais passer. Donc finalement, depuis un peu plus d'un an, presque un an et demi maintenant, on a traité, on a des données d'immunomonitoring à Saint-Louis sur plus de 150 patients, dont en gros un tiers sont des leucémies aiguës lymphoblastiques de Saint-Louis ou de Robert Debré. Les 2 autres tiers sont des lymphomes pour lesquels on a toutes ces données. En outre de la cytométrie, on a récemment mis en place une autre analyse qui est l'analyse, le dosage des cytokines dans le sérum, puisque des données de la littérature indiquent que ces cytokines, une fois après l'injection, peuvent être corrélées à l'apparition de certaines toxicités ou de certaines absence d'efficacité. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est de regarder ces cytokines au moment de la cytaphérèse, toujours dans l'optique de pouvoir prédire l'efficacité des traitements. Et donc, on a des résultats qui commencent à suggérer qu'on pourrait avoir des marqueurs d'efficacité précoces au moment de la phérèse. Voilà, donc en conclusion, le monitoring immunologique, c'est important pour mesurer l'intérêt médical du traitement, c'est-à-dire son efficacité chez des patients qui ne sont plus dans des protocoles, hein, c'est vraiment des patients qu'on appelle en vie réelle. Ce que je vous ai dit, c'est que le coût énorme et les toxicités de ces traitements impliquent qu'on fasse vraiment des efforts pour être capable d'identifier les patients qui vont être le plus capables de répondre et donc les sélectionner avant même d'aller produire ces produits très chers. Et donc, l'objectif est d'identifier des marqueurs d'efficacité avant la phérèse pour choisir, si on pense que ça ne va pas marcher, choisir une autre stratégie thérapeutique ou éventuellement, après l'infusion, pour associer d'autres traitements qui pourraient venir améliorer l'efficacité des cellules CAR-T. Voilà, et ça, c'est ma CAR-T team qui donne ces informations quotidiennement aux cliniciens et les cliniciens avec lesquels on travaille. Voilà, je vous remercie.